L'affaiblissement progressif de Daesh jusqu'à la chute de Mossoul en 2017 laisse un goût amer à la coalition internationale. Les mêmes défauts constatés au Vietnam sont réapparus face à Daesh: surconfiance dans la technologie, méconnaissance du terrain culturel, lourdeur du matériel, manque de rusticité des soldats, trop peu d'engagement direct contre l'ennemi et faible volonté politique des décideurs. Cette frilosité a tranché avec le jusqu'au-boutisme des djihadistes, le volontarisme des Russes et la combativité des Kurdes. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve pour cette toute première vidéo de ma chaîne Décryptage. Alors je suis très content de partager le début de cette expérience avec vous. Cette chaîne Décryptage est là pour finalité de vous faire comprendre l'actualité des relations internationales et de la géopolitique par rapport à un œil qui sera un peu plus complexe et un peu plus neutre que ce qui vous est donné en général d'un point de vue médiatique. Les médias aujourd'hui ont tendance à faire preuve d'une certaine impartialité, de manquer de complexité, et puis d'avoir parfois une approche un peu biaisée des relations internationales. Donc ça sera le but de cette chaîne Décryptage. Et puis l'objectif aussi, elle est liée à mon expérience d'enseignant. Ça fait 10 ans que j'enseigne dans le supérieur, alors soit en école de commerce, soit en classe préparatoire et à l'université. J'ai également un doctorat de sciences politiques, donc de par ma fonction et ma profession, je suis amené à lire beaucoup de choses. Donc le but c'est de vous mettre à disposition cette quantité de lecture sous forme de petits résumés synthétiques d'ouvrages. Alors des ouvrages qui sont soit des ouvrages qui sont sortis récemment, soit des ouvrages qui remontent à quelques années, mais qui sont encore très pertinents pour comprendre l'actualité internationale. Donc voilà, le rythme des vidéos sera en général assez régulier, donc on parlera d'une vidéo toutes les 2 semaines ou tous les 10 jours, ça dépendra la charge de travail que j'aurai, puisque ça nécessite aussi beaucoup de travail de ma part. Donc voilà, on va essayer d'entretenir une collaboration avec des sorties régulières de vidéos. Alors le premier thème aujourd'hui qu'on va essayer de traiter, ou plutôt de déconstruire avec une approche plus complexe des choses, c'est le thème de l'invincibilité militaire. Alors régulièrement, vous avez les médias qui se glossent que les pays de l'OTAN, notamment les États-Unis, sont invincibles d'un point de vue militaire et que du coup ils sont capables, à l'heure de la globalisation, de multiplier les victoires militaires puisqu'ils n'ont théoriquement aucun ennemi. Alors on verra sur d'autres vidéos qu'il y a d'autres ennemis, la Chine, la Russie, mais les médias ont tendance à considérer que les pays occidentaux sont à l'image de ce qu'ils étaient après 1945 ou dans les années 1990, où là effectivement ils faisaient preuve d'une invincibilité militaire, notamment américains. Les États-Unis ont gagné la guerre froide, ont gagné dans les années 90 leur guerre contre Saddam Hussein, contre Milosevic, dans la phase initiale contre les talibans. Alors ils ont certes perdu au Vietnam, mais les médias sont un peu en retard par rapport à l'histoire, j'ai envie de vous dire. Donc aujourd'hui on va traiter un ouvrage qui lui essaie de déconstruire un peu cette fausse vérité. C'est l'ouvrage de Gérard Chaliand. Gérard Chaliand, Pourquoi perd-on la guerre? Un nouvel art occidental. Donc c'est un ouvrage qui a été publié en 2016 aux éditions Odile Jacob et qui a pour objectif de comprendre comment se fait-il que depuis 2001, les pays de l'OTAN ne sont pas capables de gagner leur guerre. Pourquoi échouent-ils en Afghanistan, en Irak, en Syrie, partiellement également en Libye? Alors Gérard Chaliand, c'est quelqu'un qui fait quand même autorité dans le milieu des relations internationales et de la géopolitique. C'est un expert en conflits asymétriques, si ce n'est peut-être le plus grand expert en France. Il est docteur en sociologie politique, il a écrit beaucoup d'ouvrages sur ça, il a également enseigné à l'ENA, à Harvard et aussi à l'École supérieure de guerre. Donc voilà, quelqu'un qui nous propose un ouvrage qui essaie de comprendre comment se fait-il qu'historiquement et actuellement, les pays occidentaux peinent à gagner leur guerre. Le bilan médiocre des pays occidentaux, notamment les États-Unis, dans leur lutte contre des adversaires asymétriques, est frappant depuis 2001. Difficulté de l'armée américaine à faire face à l'opposition sunnite en Irak à partir de 2003, embourbement de l'OTAN en Afghanistan contre les talibans, difficulté de la France à lutter contre le djihadisme au Sahel, sous-traitance de la lutte contre l'État islamique aux forces kurdes et opérations principalement aériennes contre Daesh.
Pourquoi alors que pendant des siècles, de la bataille de Placé en 1757, où commence la conquête de l'Inde, jusqu'à la conquête des Philippines par les États-Unis fin du 19e siècle, les pays occidentaux n'avaient jamais connu de défaite face à des insurrections, ils multiplient les échecs et les semi-victoires depuis 2001. Tout commence véritablement en 1519 avec le début de la conquête du Mexique par les Espagnols de Cortés. C'est un modèle de victoire contre un ennemi irrégulier car à peine 2000 conquistadors viennent à bout de centaines de milliers d'Aztèques. Les Aztèques sont d'abord impressionnés par les armes, les chevaux et l'apparence des armées espagnoles. Ils croient aussi que l'arrivée des Espagnols coïncide avec l'an 1 de leur calendrier céleste et assimilent de fait rapidement les conquistadors à des dieux. Grâce à la Malinche, jeune amérindienne mise au service des Espagnols, les Espagnols connaissent rapidement les pensées des Aztèques et apprennent notamment que les tribus soumises aux Aztèques sont mécontents de la tyrannie de ces derniers, notamment à cause des sacrifices humains. Commence alors une guerre où les Aztèques mènent des combats peu disciplinés et rudimentaires, alors que les Espagnols, eux, poursuivent une guerre de terreur, de cavalerie et de destruction totale de l'adversaire. Cortés ordonne la construction de navires avec l'appui des tribus alliées opposées aux Aztèques et ordonne le blocus terrestro-maritime de Mexico. Sur fond de variole décimant la population de la ville, Mexico tombe entre les mains des Espagnols en 1521. Autre exemple de victoire occidentale malgré l'infériorité numérique, Pizarro débarque en 1532 au Mexique avec ses troupes espagnoles peu nombreuses et commence à traverser des Andes pour faire main basse sur les mines d'or de l'Empire Inca. L'Empire Inca, sous l'autorité d'Atahualpa, est lui affaibli depuis de nombreuses années par une guerre civile ravageuse qui l'affaiblit considérablement. En 1532, l'arrivée des Espagnols à Cajamarca, l'arrestation de l'empereur Atahualpa met fin à l'Empire Inca. Comme au Mexique, Pizarro avait compris que l'arrestation de l'empereur dans une société aussi hiérarchisée que celle des Incas détruirait toute résistance des autochtones. Comme Cortés, Pizarro bénéficie d'une connaissance des Incas que ces derniers n'avaient pas des Espagnols. La conquête des empires aztèques et incas préfigure celle des autres espaces mondiaux par les puissances occidentales. Au XVIe siècle, la conquête de l'Asie commence avec les incursions des Portugais à Gao au détroit de Malacca ou Hollandais à Jakarta, mais sans cependant qu'ils parviennent à investir l'intérieur des terres. 1453 est une date fondamentale car la prise de Constantinople par les armées ottomanes met fin à l'Empire romain d'Orient. Les musulmans interdisent l'accès aux espaces commerciaux de la Méditerranée aux Occidentaux. Privés de la Méditerranée, les Européens tentent alors d'audacieuses conquêtes pour conquérir d'autres espaces maritimes. Henri le Navigateur atteint les îles du Cap-Vert en 1455, Bartholomé Dias le cap de Bonne-Espérance en 1488, Vasco de Gama atteint les Indes en 1498, Christophe Colomb les Antilles en 1492, Cabral le Mexique en 1519, Cortés au Mexique en 1519 et Pizarro le Pérou en 1531. Le XVIIe siècle, les Hollandais commencent à remplacer les Portugais en Asie avant que les Anglais n'investissent eux-mêmes les territoires. Les Anglais conquièrent l'Inde à partir de 1590 et pénètrent dans les terres grâce à leur supériorité matérielle. La révolution industrielle donne un avantage décisif aux Anglais avec les conquêtes de l'Australie en 1788, de Singapour en 1819, de Malacca en 1824, l'expulsion des Boers au nord de l'Afrique du Sud à partir de 1835. La Chine est également mise sous tutelle par les guerres de l'opium de 1839 à 1842, puis de 1856 à 1860. Et l'Indochine est occupée par la France à partir des années 1880. La conférence de Berlin en 1884 consacre le partage de l'Afrique noire. En dehors du Maroc et de la Libye, toute l'Afrique est colonisée par les puissances occidentales, d'autant plus attiré par le territoire que le creusement du canal de Suez en 1869 ouvre de nouvelles perspectives commerciales vers l'Asie. Comment expliquer de tels succès des pays occidentaux? L'armement occidental est très supérieur, les troupes sont disciplinées, animées d'un esprit carnassier de conquête, leurs adversaires autochtones n'ont aucune connaissance des méthodes de combat et des mentalités de leurs adversaires. Malgré quelques rares batailles perdues, en Afghanistan, en Somalie ou en Afrique du Sud, au milieu du 19e siècle par les Anglais, l'Europe triomphe systématiquement dans toutes ces guerres. Mais il y a encore des raisons plus fondamentales à cette invincibilité que ne possède plus l'Occident aujourd'hui. Premièrement, une supériorité qualitative en termes militaires, industriels et économiques. Le retard de l'Empire ottoman et chinois était à cet égard flagrant au XIXe siècle. Deuxièmement, un adversaire divisé. Les divisions intestines au sein de l'Empire Qing en Chine, en Égypte ou en Inde, où les Anglais s'appuient sur les ethnies du Bengale pour poursuivre leur progression vers l'interland indien, est également révélatrice. Troisièmement, une connaissance du terrain de l'adversaire. Un officier britannique, lorsqu'il était envoyé dans une colonie de l'Empire, restait en moyenne près de 10 ans. C'est qui lui laissait le temps de connaître la langue locale, de tisser des liens avec les autorités, de jouer sur les divisions, autant de facultés pour éviter les contestations de l'ordre impérial.
Quatrièmement, le temps et la guerre d'usure. Les puissances occidentales n'ont à l'époque pas à se soucier de leur opinion publique qui conteste la légitimité de la guerre, qui s'indigne d'éventuelles brutalités pratiquées ou éventuellement dubitatives quant au coût financier des conflits. Les armées occidentales peuvent donc mener des guerres longues et lointaines, alors que les insurgés eux-mêmes ne peuvent supporter de telles guerres d'usure faute d'appui extérieur. Peu informés, faute d'une réelle presse d'investigation, les opinions publiques occidentales n'ont aucun impact sur le déroulement des opérations. Cinquième explication, l'importance du facteur démographique. En dehors des deux géants démographiques par ailleurs occupés, l'Inde et la Chine, tous les autres pays au monde sont moins peuplés que l'Europe. Sixième facteur explicatif, l'emploi de méthodes brutales sans contrôle du droit international ni enquête médiatique. La révolte des Maji-Maji de 1905 à 1907 est réprimée très sévèrement par l'Allemagne dans le Tanganyika où sont créés à l'occasion des camps de concentration préfigurant la Seconde Guerre mondiale, ou l'utilisation par les États-Unis de la méthode des regroupements villageois lors de la conquête des Philippines. Au début du XXe siècle, l'Occident est invincible dans son traitement des guerres asymétriques et la situation va progressivement s'inverser à partir de la Première Guerre mondiale. Suite à la prise du pouvoir par les bolcheviks en 1917 en Russie, l'idéologie communiste accélère sa diffusion après la Première Guerre mondiale en Asie, notamment par la tenue de la conférence de Bakou en 1920, où l'internationale communiste réunit près de 2000 syndicalistes et socialistes pour répandre la révolution en Orient. Signe avant-coureur de la décolonisation d'après 1945, la rébellion marocaine d'Abdelkrim dans le Sahara occidental est difficilement matée par les troupes françaises durant la guerre du Rif de 1921-1926. L'indépendance de l'Irlande du Sud devient, elle, effective en 1921 vis-à-vis des Britanniques. Mais c'est surtout le développement du Parti communiste chinois dans les années 20 qui va accélérer le phénomène. Après des tentatives d'émeutes urbaines en 1927, les partisans de Mao sont obligés, à cause de la traque du Kuomintang, de se replier vers le nord du pays, où le Parti communiste chinois commence son travail de propagande auprès des masses paysannes. Il devient une armée révolutionnaire par sa lutte contre l'invasion japonaise dans les années 30 et durant la Deuxième Guerre mondiale. Cette même Deuxième Guerre mondiale est d'ailleurs le catalyseur des mouvements indépendantistes, car durant le conflit, plusieurs puissances coloniales européennes sont battues par le Japon, qui lui incite les populations à se rebeller contre les pouvoirs en place. Le Parti communiste chinois établit des réseaux dans le monde paysan et construit dans l'ombre une armée régulière pour préparer la prise du pouvoir final. Des hiérarchies parallèles à l'administration officielle sont constituées l'armée nationaliste chinoise noyautée par la propagande communiste. La stratégie de Mao est à ce titre originale car il concentre ses efforts sur les dimensions non militaires du combat. L'idéologie est pour lui fondamentale pour assurer la mobilisation des combattants et de la population. Reprenant le combat en 1945 contre le Parti nationaliste chinois de Chiang Kai-shek, le Parti communiste chinois finit par l'emporter en 1949. Cette période post-1945 coïncide avec les difficultés grandissantes des puissances occidentales dans des conflits de guérilla. L'invincibilité des siècles précédents laisse place aux bourbiers, comme la France en Indochine. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le Viet Minh, ou Parti communiste vietnamien, le Vietnam composant avec le Cambodge et le Laos l'Indochine française, s'en renforcer de son combat contre les troupes d'occupation japonaises avec une organisation politique structurée, un bras armé et une expérience de terrain. Manquant d'hommes, incapable de freiner la propagation de l'idéologie communiste dans le pays et débordée par l'aide chinoise au Viet Minh, la France se retire progressivement du Vietnam suite à la bataille de Dien Bien Phu en 1954. Battue militairement en Indochine, l'armée française sort par contre victorieuse de sa guerre contre le FLN en Algérie, malgré la popularité de ses thèses nationalistes auprès du peuple algérien et l'unification de ses mouvements indépendantistes sous son autorité. Le FLN finit par être submergé par un contingent français très pléthorique, utilisant les leçons de la guerre d'Indochine pour les retourner contre les insurgés algériens. L'indépendance de l'Algérie étant cependant inéluctable et le projet du pays dans l'Union française faiblement populaire auprès de la population algérienne, la France finit par se retirer en 1962. Les difficultés françaises ne sont rien en comparaison de celles que vont connaître les États-Unis au Vietnam. Déjà renforcé par son combat victorieux contre la France durant la guerre d'Indochine, le Viet Minh va donc chercher à envahir le sud du Vietnam pour compléter son succès de 1954. Il bénéficie d'un vaste réseau logistique, d'un fort niveau d'équipement médical et surtout d'une organisation politico-administrative encadrant la population. Les États-Unis, qui commencent à se déployer au Vietnam dès le milieu des années 50, multiplient des erreurs stratégiques. Installation du général Diem au pouvoir à Saigon, pourtant autoritaire et corrompu, expropriation des terres auparavant distribuées par les communistes, suppression des conseillers villageois remplacés par des structures étatiques. Le conflit connaît une escalade à partir de 1965, quand les États-Unis
États-Unis décident d'envoyer leurs contingents en orientant leur stratégie vers des bombardements aériens pour détruire l'organisation politico-administrative du Parti communiste et ses sources de ravitaillement. C'est un échec car ces bombardements leur attirent la haine des Vietnamiens alors que leurs propres soldats ne sont pas accoutumés aux conditions climatiques du pays et aux combats en jungle. En 1968, le Viet Minh, parfaitement intégré aux populations et dispersant régulièrement ses cadres pour mieux les regrouper à chaque fin d'action américaine, lance l'offensive du Tet pour faire tomber de manière coordonnée toutes les villes du Sud-Vietnam. Même si Saigon est occupée pendant quelques semaines par les communistes, l'offensive du Tet est globalement un échec militaire pour le Viet Minh, même si c'est par contre un succès politique, car pour la première fois, l'Amérique découvre la brutalité de la guerre par l'image des reporters couvrant le conflit. Nixon ordonne le désengagement progressif à partir de 68, puis le retrait total en 1973. Saigon et le Vietnam Sud tombent entre les mains des communistes en 1975, clôturant ainsi définitivement les guerres d'Indochine. Quelques grandes leçons émergent de cette défaite. Il n'est pas possible de neutraliser une insurrection avec une armée de mobilisation nationale, la technologie ne peut pas tout faire, et se substituer au ralliement des populations. Sans base populaire, il est donc impossible de gagner la guerre. Au moment où s'achève la guerre du Vietnam, commence quelques années plus tard celle d'Afghanistan, qui conduira à la défaite soviétique, pour sensiblement les mêmes raisons que celle de l'échec américain. Le régime communiste arrivé au pouvoir en Afghanistan en 1978 commence rapidement la soviétisation du pays, mais se heurte à de violentes résistances de la part d'une société empreinte d'un islam rigoriste. Ces résistances amènent l'armée rouge à intervenir dans le pays pour sauver son allié. Les États-Unis profitent de l'occasion pour aider, via le Pakistan, les moudjahidines afghans dans leur lutte contre l'URSS. Même si les moudjahidines sont moins efficaces que les communistes au Vietnam, de par leur faible structuration, une logistique moindre et une discipline moins militaire, ils parviennent cependant à mettre en difficulté les soviétiques grâce aux livraisons d'armes missiles Stinger américains par le Pakistan. L'armée rouge se retire finalement en 1989, suite à la perestroïka lancée par Gorbatchev en 1985. On retrouve dans cette défaite soviétique les raisons générales de l'échec des puissances occidentales en conflit asymétrique, troupes faiblement adaptées aux conflits irréguliers, projets politiques pas assez mobilisateurs auprès de la population, difficultés face à la rusticité et la connaissance du terrain des insurgés. Suite au départ des soviétiques, l'Afghanistan connaît une longue période de guerre civile qui se terminera avec le début du régime des talibans en 1996. Les difficultés des grandes puissances militaires face à une guérilla continuent encore dramatiquement avec l'intervention américaine en 2003. Après les attentats du 11 septembre, l'administration Bush définit l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord dans un même ensemble appelé Axe du mal. Il s'agit de remodeler le Moyen-Orient en imposant par la force la démocratie et la guerre préventive. L'armée américaine parvient à faire chuter le régime de Saddam Hussein en quelques semaines. Les États-Unis multiplient alors les erreurs stratégiques, l'armée et la police irakienne sont dissoutes pour mieux débassifier le pays, la ville de Bagdad est livrée au pillage sans que cette possibilité ne soit anticipée par le secrétaire à la défense Donald Rumsfeld, les sunnites sont également progressivement marginalisés politiquement alors qu'ils tenaient les rênes du pouvoir sous Saddam Hussein. Les anciens membres du parti Baas et les ex-officiers de l'armée irakienne commencent à constituer l'ossature de l'insurrection sunnite qui commence une campagne d'attentats à partir de 2003. L'armée américaine manque d'hommes, de renseignements sur le terrain et de connaisseurs de la culture arabe, pensant que ce ne sont que des attaques isolées. Al-Qaïda profite du chaos pour s'installer dans le pays en créant sa branche irakienne confiée à Abu Musab al-Zarqawi pour créer une guerre civile entre chiites et sunnites. La destruction de la mosquée chiite de Samarra déclenche une véritable guerre confessionnelle en 2006. Grâce au plan Petraeus, au paiement des tribus sunnites pour qu'elles se retournent contre Al-Qaïda et à l'augmentation des patrouilles américaines dans les rues de Bagdad, la sécurité s'améliore dans le pays. Cette accalmie est cependant de courte durée avec l'arrivée au pouvoir du chiite Nouri al-Maliki en 2006 qui relance les tensions communautaires. Les États-Unis ont donc reproduit avec la chute de Saddam Hussein les mêmes erreurs qu'au Vietnam en sous-estimant la résistance de l'insurrection, en méconnaissant la culture et en n'ayant pas réellement de stratégie contre-insurrectionnelle ni de projet politique pour stabiliser le pays après la guerre. Cette précarité de la situation ne tarde pas à s'aggraver suite au printemps arabe. En 2011, des manifestations en Syrie dans la ville de Deraa sont durablement réprimées par le pouvoir Assad. Rapidement, les combats se localisent sur le flanc occidental de la Syrie entre Alep et Damas, entre l'armée syrienne et l'opposition appelée Armée syrienne de libération.
Pendant que les combats se concentrent à l'ouest, l'État islamique lui en profite pour se développer à l'est dans les zones désertiques faiblement sécurisées. Il prend la ville de Raqqa en 2013, puis opère une offensive en Irak en 2014 en prenant les villes de Falloujah puis de Mossoul, investissant le Kurdistan irakien jusqu'à menacer Erbil, la capitale. La théâtralisation de l'État islamique sur les réseaux sociaux, sa succession de victoires et la promesse d'al-Baghdadi de créer un califat de Bagdad dans les frontières historiques attire des milliers de djihadistes du Maghreb, Caucase, Moyen-Orient et Europe. Mobilisée pour lutter contre l'État islamique et renforcée suite aux attentats de Charlie Hebdo en France, la coalition internationale menée par les États-Unis ne peut pas trop s'engager contre Daesh en Syrie, car la progression de ce dernier est une chance de voir le régime d'Assad s'effondrer contre qui les pays occidentaux luttent. La coalition internationale ne peut également pas trop soutenir massivement les Kurdes en première ligne dans la lutte contre Daesh, au risque de mécontenter la Turquie, membre de l'OTAN. Elle doit donc se contenter d'une guerre indirecte, sans engagement sur le terrain, en maîtrisant l'espace aérien et en sous-traitant les combats aux Kurdes. La Russie, elle, n'a pas à s'encombrer de tels paramètres et soutient à la fois fortement le régime syrien en reprenant méthodiquement les territoires anciennement contrôlés par l'armée syrienne de libération et en combattant directement Daesh, appuyant donc les Kurdes dans le combat contre les djihadistes. L'affaiblissement progressif de Daesh jusqu'à la chute de Mossoul en 2017 laisse un goût amer à la coalition internationale. Les mêmes défauts constatés au Vietnam sont réapparus face à Daesh: surconfiance dans la technologie, méconnaissance du terrain culturel, lourdeur du matériel, manque de rusticité des soldats, trop peu d'engagement direct contre l'ennemi et faible volonté politique des décideurs. Cette frilosité a tranché avec le jusqu'au-boutisme des djihadistes, le volontarisme des Russes et la combativité des Kurdes. Les difficultés connues par les pays occidentaux se retrouvent sous certains aspects en Afghanistan. Les premières années suivant la chute des talibans laissent entrevoir la possibilité d'une paix durable dans le pays. Ce n'est qu'une illusion car les talibans se réorganisent. Dans le sud du pays, la faiblesse des infrastructures et la concentration de l'aide internationale à Kaboul empêchent un vrai développement du pays. D'un point de vue politique, certains seigneurs de guerre se sont vus attribuer des postes ministériels pour limiter les violences privées, mais cela a pour conséquence d'entretenir le népotisme du pays. Les talibans, eux, commencent à multiplier les attentats à partir de 2006, leur permettant, avec peu de moyens, de maximiser leur résonance médiatique. La politique d'éradication du pavot est également un échec, alors que l'Afghanistan fournit 90% de la production mondiale du pavot et que cet argent sert de financement à l'insurrection. L'État afghan, par incompétence ou corruption, ne parvient pas à l'éradiquer. Côté de la coalition internationale, les troupes occidentales ont parfois tendance à rester trop cantonnées dans leurs casernes et à négliger le contact avec les populations, les talibans étant eux très immergés au sein de ces dernières. Les soldats de l'OTAN sont souvent en transit et parfois ne restent que quelques mois sur le théâtre des opérations, ce qui est insuffisant pour tisser des liens forts avec les acteurs locaux. Le véritable point de rupture est la libération en 2007 de 300 talibans de la prison de Kandahar. Les talibans vont alors s'atteler à refaire ce qu'ils avaient fait après la conquête de 96, à savoir appliquer les méthodes maoïstes pour conquérir la population, noyautage des villages, infiltration dans les mosquées, établissement d'une organisation politico-administrative parallèle à celle de l'État, démonstration de force pour occuper l'espace médiatique. L'armée afghane, elle, en phase de construction, manque de professionnalisme et de logistique et ne peut contrer cette montée en puissance. Face à la dégradation sécuritaire et suite à l'arrivée de Barack Obama en 2009, 30 000 nouveaux soldats sont déployés en Afghanistan, les moyens de l'armée afghane augmentés et la mise en place des projets de développement locaux renforcés. La situation ne s'améliore cependant pas. Le commandant en chef en Afghanistan, Stanley McChrystal, expose dans un journal américain en 2010 les raisons profondes de l'échec en Afghanistan. L'État afghan n'est pas assez légitime aux yeux de la population, le taux d'occupation du territoire n'est pas assez grand et des poches entières sont laissées aux mains des insurgés. Les troupes occidentales ou afghanes n'établissent pas assez de contact avec les populations et se soucient avant tout de se protéger. Les opérations de nettoyage de zones n'aboutissant jamais à une réadministration totale et les talibans revenant en général quelques semaines après. La permanence de ces problèmes convainc une majorité des pays de l'OTAN de retirer leurs troupes à partir de 2011, alors que les talibans sont eux désormais capables de mener des actions avec des centaines d'hommes. Les objectifs de la coalition deviennent désormais plus modestes. Il n'est plus question de faire de l'Afghanistan une démocratie, mais simplement de développer l'économie, de lutter contre la drogue et neutraliser les cellules d'Al-Qaïda. La menace talibane, le double jeu du Pakistan et les incursions de Daesh dans le pays font toujours de l'Afghanistan une source de préoccupation pour la communauté internationale à l'heure du retrait annoncé des troupes américaines.
Alors j'espère que ce petit résumé vous aura plu, hein. Donc c'est vraiment un ouvrage intéressant, qui est assez synthétique en plus, hein. Il fait 170 pages. Ça vous explique aussi, non seulement, donc ça vous donne une approche historique, et puis ça vous permet d'actualiser votre analyse des conflits actuels, puisque l'embourbement des Occidentaux en Syrie s'explique aussi par ça. On nous parle d'une perspective d'une deuxième guerre en Libye, on pourrait avoir aussi les mêmes phénomènes. Et puis également le retour, plutôt l'ascension des talibans depuis quelques années en Afghanistan avec un accord prévu entre Donald Trump et eux. Donc voilà, c'est un ouvrage qui est actuel. L'esprit de cette chaîne, c'est d'apprendre quelque part à penser par vous-même, par le biais d'une approche un peu plus complexe de la réalité que les médias vous donnent finalement. Donc, moi, ce que je vous incite, c'est de vous faire votre propre idée de l'ouvrage en l'achetant. Donc, je vous rappelle les références. Pourquoi perd-on la guerre? Le nouvel art occidental de Gérard Chaliand, aux éditions Odile Jacob, 170 pages, puisque à l'intérieur de ce résumé, il n'y a pas tout. Il y a plein d'anecdotes, il y a plein d'analyses, il y a plein d'avis personnels de Gérard Chaliand qui sont à l'intérieur de cet ouvrage-là. Donc faites-vous votre propre opinion. Je vous rappelle aussi qu'à l'intérieur de cet ouvrage, il y a beaucoup de thèmes qui sont traités, des thèmes transversaux. Ça c'est assez classique en géopolitique et en relations internationales. On parle d'histoire, on parle parfois de sociologie, on parle de théorie, on parle de géostratégie, on a beaucoup parlé du terrorisme, on a beaucoup parlé des États-Unis, on a également parlé de l'Iran, on a parlé de la France, de l'Angleterre, des nouvelles conflictualités. Moi, à titre d'enseignant, de par mes 10 ans d'expérience, je vous mets à disposition mes supports de cours. Il y a près de 50 supports de cours qui sont directement accessibles, alors qui vont de la géopolitique de l'Iran à l'histoire de la France, en passant par les présidences Obama ou Donald Trump. Si par exemple vous avez des cours magistraux, vous avez des TD avec des thématiques sur lesquelles vous n'êtes pas forcément très à l'aise, voilà, vous avez mes supports de cours à disposition. Vous avez juste à cliquer sur le lien en bas de la vidéo pour avoir accès à l'ensemble des documents. Alors c'est des documents qui en général font entre 10 ou 15 pages, qui sont agrémentés par des PDF ou par des documentaires numériques. Vous allez voir, c'est très complet, c'est vraiment également accessible, c'est fait spécialement pour les étudiants qui sont dans le supérieur. Et puis également, si vous allez dans les liens dans la description, il y a également des formations, puisque je suis également formateur en coaching pédagogique. Donc ça aussi, c'est de par mon expérience d'enseignant. J'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui ne parvenaient pas à aller jusqu'au master ou au doctorat, parce que simplement il manquait de discipline, il manquait de motivation, ils n'arrivaient pas à mettre en place dans leur quotidien des stratégies efficaces, ils n'arrivaient pas à donner du sens à leurs études. Donc toutes les 2 semaines, à l'occasion de la sortie de chacun de ces ouvrages-là, vous aurez une formation qui sortira. Dans 2 semaines, vous aurez une formation qui sortira sur comment lutter contre ces addictions, puisque moi, à titre d'enseignant, je demeure persuadé, pour l'avoir vu de mes propres yeux, que aujourd'hui, le vrai critère de distinction entre des bons étudiants et des étudiants moyens, c'est la capacité à ne pas aller sur Internet pendant les cours ou à l'extérieur. Donc là, vous aurez une formation avec des stratégies à appliquer au quotidien. Et si vous voulez aussi vous faire une idée de ma philosophie d'enseignement, vous avez également une formation que j'ai préparée pour vous, une formation de 2 heures, qui s'appelle « Réussir ses études universitaires ou dans le supérieur de la première à la dernière année », où là je vous donnerai également des astuces, des choses à mettre en place au quotidien, ma méthode personnelle, également une certaine philosophie des études à appliquer au quotidien. Enfin voilà, vous avez également mon mail personnel, si vous voulez qu'on rentre en contact, si vous voulez me poser des questions, mon expérience, des conseils au quotidien sur lesquels je pourrais éventuellement vous aider. Vraiment, vous n'hésitez pas. Voilà, j'étais très content, en espérant que ce sera une collaboration sur le long terme qu'on aura ensemble. J'étais très content de faire votre connaissance. Vous cliquez sur les liens en bas de la description et je vous dis à la fois prochaine. Voilà, prenez soin de vous et bonne lecture.